Septembre 2025, l'OSCE publie un rapport accablant. 97% des prisonniers de guerre ukrainiens ont été torturés par les forces russes. 68% ont subi des violences sexuelles. 106 soldats ont été exécutés après leur capture entre août 2024 et mai 2025. Le rapport du mécanisme de Moscou dénonce des violations systématiques de la Convention de Genève, de possibles crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Février 2025. L'Allemagne commémore les 80 ans de la destruction de Dresde. 25 000 civils, pour la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont péri dans un brasier qui a ravagé 1600 hectares du centre-ville. Une enquête de l'OSCE, inexistante, un tribunal pour crimes de guerre, jamais convoqué, un rapport officiel sur la responsabilité des Alliés, 80 ans de silence. Cette histoire ne vise pas à relativiser les crimes nazis. Cette histoire parle d'une vérité dérangeante. La justice internationale est sélective et les documents que nous révélons aujourd'hui le prouvant. En septembre 2025, 41 délégations de l'OSCE invoquent le mécanisme de Moscou en raison de graves préoccupations concernant le traitement des prisonniers de guerre ukrainiens par la Russie. Le rapport d'experts est présenté au Conseil permanent de l'OSCE le 25 septembre 2025. La conclusion est sans appel. La Fédération de Russie s'est livrée à des violations généralisées et systématiques du droit international humanitaire et des droits de l'homme dans le traitement des prisonniers de guerre ukrainiens. Les chiffres sont choquants. Sur 174 prisonniers de guerre interrogés, 97% déclarent avoir subi des tortures ou des mauvais traitements. Les principales formes comprennent de violents coups, des décharges électriques, l'asphyxie, des positions de stress prolongées, des simulacres d'exécution et des humiliations. 68% ont subi des violences sexuelles. La mission de surveillance des droits de l'homme des Nations Unies confirme. La torture est généralisée et systématique dans les lieux de détention russes. C'est indéniablement abominable. C'est indéniablement une violation du droit international. Cela devrait indéniablement faire l'objet de poursuites. La question n'est pas de savoir si la Russie doit être tenue responsable. La question est: pourquoi personne n'a jamais été tenu responsable pour Dresde? 13 février 1945, 22h13. La première vague de 244 bombardiers Lancaster de la Royal Air Force atteint Dresde. La ville est remplie de réfugiés venant de l'Est, fuyant devant l'avancée de l'armée rouge. On estime que la population est passée de 630 000 à plus d'1 million de personnes. La plupart sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Les hommes en âge de combattre sont au front. Au cours des 13 minutes suivantes, les bombardiers larguent 881 tonnes de bombes explosives et incendiaires. La cible n'est pas une usine, pas une base militaire. La cible est le centre-ville, le centre historique, où les réfugiés se sont rassemblés. 14 février 1945, 01h21. 3 heures plus tard, la deuxième vague arrive. 529 bombardiers Lancaster. Cette fois, l'incendie est déjà hors de contrôle. La deuxième vague largue encore des bombes sur un quartier de la ville déjà en flammes. Des témoins parlent d'un brasier où les températures atteignent 1500 degrés Celsius. Des gens étouffent dans les caves, le brasier aspirant tout l'oxygène. D'autres brûlent vifs dans les rues. 14 février 1945, 12h12, des bombardiers américains B-17 arrivent pour une troisième vague. 311 bombardiers larguent 771 tonnes de bombes supplémentaires. Puis une quatrième vague le 15 février avec 211 bombardiers américains. Au total, 772 bombardiers de la RAF et 527 bombardiers de l'USAF. Plus de 3900 tonnes de bombes hautement explosives et d'engins incendiaires. Le résultat, 1600 hectares du centre-ville détruits.
Les estimations du nombre de morts varient de 25 000 à 35 000 civils. Certaines estimations, tenant compte des réfugiés non recensés, vont jusqu'à 250 000. La plupart des victimes étaient des femmes. Des enfants et des personnes âgées. Dresde était-elle un objectif militaire? La question est cruciale, car en vertu du droit international, même selon les normes de 1945, un bombardement doit être une nécessité militaire. Le commandant de la RAF, Arthur Harris, a déclaré que l'attaque contre Dresde était considérée à l'époque comme une nécessité militaire par des personnes bien plus importantes que moi. Mais les documents racontent une autre histoire. En mars 1945, quelques semaines seulement après le bombardement, Winston Churchill rédige un mémorandum adressé au chef d'état-major britannique et au chef d'état-major de l'air. Dans ce mémorandum, Churchill écrit « Il me semble que le moment est venu où la question du bombardement des villes allemandes dans le simple but d'accroître la terreur, bien que sous d'autres prétextes, devrait être réexaminée. Relisez ceci. » Les propres mots de Churchill. Dans le simple but d'accroître la terreur, bien que sous d'autres prétextes, le Premier ministre lui-même admet que le bombardement n'était pas réellement une nécessité militaire. C'était de la terreur sous le prétexte d'une nécessité militaire. Plus tard, dans le même mémorandum, Churchill écrit « La destruction de Dresde reste une question sérieuse concernant la conduite du bombardement allié. » Il utilise l'expression « question sérieuse ». L'homme qui supervisait la politique de bombardement avoue que Dresde était discutable. Mais voici le point crucial. Churchill n'était même pas à Londres lorsque l'ordre a été donné. Il avait quitté Londres pour la conférence de Yalta, où il rencontrait Staline et Roosevelt. La tâche de donner l'ordre pour Dresde incombait au vice-premier ministre, Clement Attlee. Et pourquoi Dresde a-t-elle été bombardée en premier lieu? La demande est venue du haut commandement soviétique. Les soviétiques ont demandé aux Alliés de bombarder les centres de communication allemands pour soutenir leur offensive à l'Est. Dresde, un nœud ferroviaire, a été choisi. Ironiquement, les Russes dénonceraient plus tard le bombardement comme un crime de guerre anglo-américain. Les Soviétiques, qui avaient demandé le bombardement, l'ont ensuite utilisé à des fins de propagande contre les alliés occidentaux, 80 ans plus tard. Où est l'enquête? Où est le rapport? Où est la responsabilité? Comparons. L'OSCE publie en 2025 un rapport détaillé sur le traitement des prisonniers de guerre ukrainiens par la Russie. Le rapport est basé sur des entretiens avec 174 prisonniers de guerre. Il documente la torture, les violences sexuelles, les exécutions. Il dénonce des violations systématiques et de possibles crimes de guerre. Pour Dresde, rien. Pas d'enquête de l'OSCE, pas de tribunal international. Pas d'entretiens officiels avec les survivants. Pas de documentation par une organisation internationale. Seulement des archives nationales, des débats historiques et 80 ans de silence de la part des institutions qui condamnent aujourd'hui la Russie. En février 2025, à l'occasion du 80e, chaque année, Dresde organise des commémorations sous le thème « Ensemble, vigilants ». Des dizaines de milliers de personnes forment une chaîne humaine autour du centre-ville. Un rempart symbolique contre l'idéologie d'extrême droite. Le duc de Kent, le prince Édouard, est présent et représente le roi Charles à cet événement. Mais voici le problème. La qualification de crime de guerre est devenue politiquement controversée. L'extrême droite considère le bombardement comme un crime de guerre allié, relativisant la culpabilité allemande dans le déclenchement de la guerre. Dans une interprétation révisionniste de l'histoire, les victimes allemandes du bombardement sont particulièrement mises en avant, avec un nombre de victimes exagéré. Le résultat? Quiconque pose une question légitime sur la responsabilité alliée est accusé de relativiser les crimes nazis. Le débat est empoisonné. La question qui dérange est étouffée. Mais la question demeure.
Si ce qui s'est passé à Dresde était un crime de guerre selon les normes modernes, pourquoi n'a-t-il jamais fait l'objet d'une enquête en tant que tel? Et si ce n'était pas un crime de guerre, pourquoi ne remplit-il pas tous les critères que nous appliquons aujourd'hui à d'autres situations? Le docteur Gregory Stanton, un spécialiste du génocide, a qualifié le bombardement de Dresde de crime de guerre. De nombreux autres experts sont d'accord, suggérant même que Churchill lui-même aurait pu être traduit en justice. Mais alors que la décision a été largement décrite comme un crime de guerre, certains chercheurs s'y opposent, notant que les crimes de guerre impliquent une intention et une prise de décision rationnelle. Voici le contexte juridique. Depuis le bombardement massif et délibéré de civils pendant la Seconde Guerre mondiale, la communauté internationale a banni cette pratique. La 4e Convention de Genève de 1949 a été la première à tenter de le faire. Mais le Royaume-Uni et les États-Unis n'ont pas accepté. Relisez ceci. La 4e Convention de Genève a tenté, en 1949, d'interdire le bombardement massif et délibéré de civils. Mais le Royaume-Uni et les États-Unis n'ont pas accepté. Pourquoi? Parce qu'ils venaient de faire exactement cela. À Dresde, à Hambourg, à Tokyo, à Hiroshima et Nagasaki. Malgré les tentatives diplomatiques répétées pour étendre le droit international humanitaire à la guerre aérienne, cela ne s'est pas produit avant la Seconde Guerre mondiale, et il n'y avait pas de consensus général sur la manière d'interpréter les lois existantes. En d'autres termes, les Alliés ont massivement bombardé des civils. Puis, après la guerre, ils ont refusé d'accepter des règles qui interdiraient de tels bombardements. Et ils ont refusé de soumettre leurs propres actions aux mêmes normes qu'ils avaient appliquées aux nazis à Nuremberg. C'est la définition de la double morale. 2025. L'OSCE, le gouvernement britannique, l'UE, tous publient des déclarations condamnant la Russie pour crimes de guerre. Les preuves sont irréfutables. Les violations sont systématiques. La responsabilité doit être engagée. Mais pour Dresde, pour Hambourg, pour les centaines de milliers de civils tués par les bombardements massifs alliés, 80 ans de silence. C'est le début de l'histoire. Mais ce que nous avons montré jusqu'à présent, ce ne sont que les faits qu'ils ne peuvent pas nier. Dans la seconde moitié, nous dévoilerons les documents secrets qui sont restés classifiés pendant des décennies après la guerre. Nous montrerons comment l'architecture juridique internationale a été délibérément conçue pour que les actions alliées ne soient jamais examinées. Et nous prouverons pourquoi ces contradictions persistent jusqu'à aujourd'hui, avec des exemples concrets datant de 2025. Les chiffres deviendront encore plus choquants, l'hypocrisie deviendra encore plus flagrante, et la question deviendra encore plus urgente. Est-ce la justice ou une application sélective du droit? Parlons des conséquences, ou plutôt de l'absence de conséquences. Après la Seconde Guerre mondiale, les procès de Nuremberg ont eu lieu. 24 hauts dirigeants nazis ont été inculpés. 12 ont été condamnés à mort par pendaison. Les accusations comprenaient des crimes contre la paix, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. L'un des chefs d'accusation était la destruction injustifiée de villes et de villages. Les nazis ont été accusés d'avoir détruit des villes en Pologne, en Yougoslavie et en Union soviétique sans nécessité militaire. L'accusation alliée a fait valoir que de tels actes constituaient des crimes de guerre. Mais les Alliés venaient de détruire Dresde, Hambourg, Tokyo et des dizaines d'autres villes. La différence? Les Alliés ont gagné la guerre, et comme le dit le proverbe, les vainqueurs écrivent l'histoire. Voici la réalité juridique. Le procès de Nuremberg a établi des précédents sur ce qui constitue un crime de guerre, mais ces précédents ont été appliqués de manière sélective. Les Alliés ont créé un système de justice internationale qui ne les tiendrait jamais responsables. 1949. La 4e Convention de Genève est rédigée, elle est censée protéger les civils en temps de guerre. L'article 33
interdit les peines collectives. L'article 53 interdit la destruction de biens, sauf si cela est absolument nécessaire pour les opérations militaires. Ces dispositions interdiraient théoriquement le bombardement massif de populations civiles. Mais il y a un problème. La Convention ne s'applique qu'à la guerre terrestre. La guerre aérienne n'est pas explicitement couverte. Pourquoi ? Parce que le Royaume-Uni et les États-Unis ont refusé d'accepter des dispositions qui interdiraient les bombardements aériens de civils. Ils venaient de fonder leur stratégie de guerre sur les bombardements massifs. Ils ont refusé de signer une convention qui déclarerait illégales leurs propres actions récentes. C'est documenté. Les archives diplomatiques montrent que les délégués britanniques et américains se sont systématiquement opposés lors des négociations sur les lois internationales humanitaires aux dispositions qui limiteraient les bombardements aériens. Ils ont fait valoir que la guerre aérienne était un autre type de guerre qui nécessitait des règles distinctes. Ces règles distinctes n'ont jamais été créées. Le résultat, un vide juridique. Les bombardements massifs de civils pendant la Seconde Guerre mondiale n'étaient techniquement pas illégaux au regard du droit de l'époque. Et après la guerre, les Alliés se sont assurés que les nouvelles lois ne les tiendraient pas rétroactivement responsables de leurs actions. Ce ne sont pas des spéculations, c'est de l'histoire juridique. En mars 1945, quelques semaines seulement après Dresde, Churchill a écrit sa célèbre note. Dans cette note, il a déclaré « Je pense que le moment est venu où la question du bombardement des villes allemandes, simplement pour augmenter la terreur, même sous d'autres prétextes, devrait être réexaminée. » Il poursuivit « La destruction de Dresde reste une question épineuse quant à la conduite des bombardements alliés. » Ce mémo est resté classifié pendant des décennies. Il n'a été entièrement rendu public qu'en 1978, soit 33 ans après la fin de la guerre. Pourquoi ? Parce qu'il révélait que Churchill lui-même avait des doutes quant à la justification morale et militaire de Dresde. Mais il existe encore davantage de documents classifiés. Les archives militaires britanniques et américaines contiennent des rapports, des mémos et des débats internes concernant la stratégie de bombardement. Nombre de ces documents n'ont été déclassifiés que dans les années 1970 et 1980. Certains restent classifiés à ce jour. Que contiennent ces documents ? Nous le savons grâce aux parties qui ont été divulguées. Ils montrent qu'il y a eu d'importants débats au sein du commandement allié concernant l'éthique et l'efficacité des bombardements de zone. Il révèle que certains officiers et conseillers soutenaient que de tels bombardements étaient moralement inacceptables et stratégiquement contre-productifs. Mais ces voix ont été étouffées. La politique a pris le dessus. Et après la guerre, ce débat interne embarrassant a été enterré en classifiant les documents. Comparez cela avec 2025. L'OSCE publie des rapports détaillés sur les crimes de guerre russes. Ces rapports sont accessibles au public. Ils contiennent des entretiens avec des victimes, des preuves médico-légales, des analyses juridiques. Il y a de la transparence. Il y a une reddition de comptes, au moins sur le papier. Pour Dresde, les archives n'ont été ouvertes que des décennies plus tard. Il n'y a jamais eu d'enquête internationale. Il n'y a jamais eu d'entretien avec des survivants par une organisation internationale indépendante. Il n'y a jamais eu de rapport officiel qui remette en question le fait de savoir si le bombardement était un crime de guerre. Aujourd'hui, en 2025, l'OSCE fait de vastes déclarations sur la responsabilité russe. Des fonctionnaires du gouvernement britannique se présentent devant le Conseil permanent de l'OSCE et déclarent « La Russie ne peut pas bénéficier d'une impunité pour avoir méprisé le droit international et la Charte des Nations Unies. » Ils affirment « Les preuves des violations du droit international humanitaire par la Russie sont substantielles et ne cessent de croître. » C'est exact.
La Russie devrait être tenue responsable. Mais la question demeure. Pourquoi les Alliés n'ont-ils jamais été tenus responsables? La réponse est désagréable. La justice internationale n'est pas universelle. Elle est appliquée de manière sélective. Les États puissants créent des systèmes de responsabilisation qui ne les tiennent jamais eux-mêmes responsables. La Cour pénale internationale a été créée en 2002. Elle a compétence sur les génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression. Mais il y a un hachis. Les États-Unis n'ont jamais ratifié le statut de Rome. La Russie a retiré sa signature en 2016. La Chine n'a jamais signé. En d'autres termes, la Cour pénale internationale ne peut pas tenir responsables les puissances militaires les plus importantes au monde. Sa compétence est en pratique limitée aux États plus faibles. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est la réalité juridique du droit international. La puissance crée l'impunité. Certains spécialistes appellent cela la justice sélective. Le docteur Gregory Stanton, qui qualifie le bombardement de Dresde de crime de guerre, souligne que le refus de soutenir les initiatives de justice, à moins que la justice ne soit possible partout, envoie le message que les crimes internationaux graves peuvent être commis en toute impunité par les puissants. Il poursuit. Si les deux camps commettent des atrocités dans un conflit, mais qu'un seul est poursuivi, les victimes pourraient considérer ces procès comme partiaux, ce qui ébranle la confiance dans le système. C'est exactement ce qui s'est passé. Les nazis ont été poursuivis, à juste titre. Mais les Alliés, qui ont également tué des civils en masse, n'ont jamais été poursuivis. Le résultat? Un système de justice internationale qui est considéré, dès le départ, comme hypocrite 2025. Le 80e anniversaire de Dresde. En Allemagne, des commémorations sont organisées sous le thème « Ensemble vigilant ». L'intention est noble, honorer les victimes tout en contrant les tentatives extrémistes d'utiliser l'événement à des fins de récit révisionnistes. Mais quelque chose se perd. Une question légitime est enterrée. Dresde devrait-elle faire l'objet d'une enquête en tant que crime de guerre? Pas pour relativiser les crimes nazis, pas pour nier la culpabilité de l'Allemagne dans la guerre, mais pour créer un système de justice internationale qui soit véritablement universel. Ce discours est empoisonné. Quiconque pose la question est accusé de promouvoir des récits d'extrême droite. L'école. Résultat, la question n'est jamais posée honnêtement. L'hypocrisie n'est jamais abordée et le système de justice sélective se poursuit. Parlons des voix. Les voix qui sont exclues du discours. Kurt Vonnegut, l'écrivain américain, était prisonnier de guerre à Dresde pendant le bombardement. Il a survécu en se cachant dans un abattoir souterrain réfrigéré. Plus tard, il a écrit « Dresde a été réduite en cendres. C'était comme la lune, rien que des minéraux. Les pierres brillaient. Tout le monde était mort. » Vonnegut a ensuite écrit le roman Slaughterhouse-Five, basé sur ses expériences. Dans le roman, il décrit le bombardement comme insensé et brutal. Il ne le présente pas comme une action militaire héroïque, mais comme une destruction sans but. Mais la voix de Vonnegut est l'une des rares. La plupart des survivants de Dresde étaient allemands. Et après la guerre, les voix allemandes ont été marginalisées dans le discours sur la culpabilité et la responsabilité de la guerre. Leurs expériences ont été rejetées comme étant de leur propre fuite. L'argument était « l'Allemagne a commencé la guerre, donc l'Allemagne a mérité ce qui lui est arrivé ». Mais est-ce la justice? Une mère qui brûle à Dresde est-elle responsable des décisions d'Hitler et de Goebbels? Un enfant qui étouffe dans une cave est-il coupable des crimes de la Wehrmacht? Les conventions de Genève disent non. Le principe même du droit international humanitaire est que les civils ne peuvent pas être punis individuellement pour les actions de leur État. C'est pourquoi les peines collectives sont interdites. Mais l'application pratique a été différente.
Les civils allemands ont été collectivement considérés comme coupables. Leur souffrance a été considérée comme acceptable et les voix qui remettaient en question ce point de vue ont été réduites au silence. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, le discours est toujours empoisonné. L'extrême droite utilise Dresde pour relativiser les crimes nazis. C'est détestable, mais la réaction à cela a été de supprimer toute discussion sur la responsabilité alliée. Le résultat ? L'hypocrisie n'est jamais abordée. La question légitime de savoir si Dresde fut un crime de guerre ne reçoit jamais de réponse honnête, et le système de justice sélective perdure. Résumons les chiffres, parce que les chiffres, EX, ne mentent pas. Dresde, du 13 au 15 février 1945, 772 bombardiers de la Royal Air Force, RAF, et 527 bombardiers de l'USAF. Plus de 3900 tonnes de bombes, 1600 hectares détruits, entre 25 000 et 35 000 civils tués. La plupart étaient des femmes, des enfants et des personnes âgées. 0 procès pour crimes de guerre. 0 enquête internationale. 80 ans de silence. Rapport du mécanisme de Moscou de l'OSCE, septembre 2025. 174 prisonniers de guerre ukrainiens interrogés. 97% font état de torture ou de mauvais traitements. 68% font état de violences sexuelles. 106 exécutions entre août 2024 et mai 2025. Rapport détaillé. Condamnation publique. Demande de compte. Voilà le contraste. Voilà l'hypocrisie. Voilà les chiffres qu'on ne peut pas nier. Nuremberg, 1945 à 1946. 24 dirigeants nazis accusés. 12 condamnés à mort. Chef d'accusation, destruction injustifiée de villes. Mais pour Dresde, pour Hambourg, pour Tokyo, aucune accusation, aucun procès, aucune condamnation. 4e Convention de Genève, 1949. Conçue pour protéger les civils, mais la guerre aérienne explicitement exclue. Pourquoi ? Parce que la Grande-Bretagne et les États-Unis ont refusé d'accepter des dispositions qui déclareraient illégales leurs propres actions récentes. Cour pénale internationale, 2002. Compétences sur les crimes de guerre. Mais les États-Unis, la Russie et la Chine ne sont pas soumis. Les puissances militaires les plus importantes du monde créent un système de responsabilité auxquelles elles-mêmes ne seront jamais soumises. Voilà l'architecture juridique de la justice sélective. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait documenté. Ces documents ont été cachés pendant des décennies. Pourquoi ? Parce qu'ils révèlent des vérités dérangeantes sur la duplicité, la justice sélective et le racisme institutionnel. Ce ne sont pas des théories du complot. Ce sont des documents gouvernementaux déclassifiés, des archives militaires, des lettres personnelles. Les super thanks de YouTube, le cœur doré en bas, soutiennent directement l'accès à plus d'archives, plus de demandes d'accès à l'information, plus de documents qu'ils préféreraient garder secrets. Chaque super thanks m'aide à passer des semaines dans les archives nationales. Au lieu de créer des contenus à clic, il s'agit de justice historique, de montrer toutes les facettes, et pas seulement la version arrangeante. Il s'agit d'exiger un système de justice internationale qui soit vraiment universel et non sélectif. Parce que si la justice ne s'applique qu'aux faibles, mais pas aux puissants, alors ce n'est pas de la justice, c'est de l'hypocrisie. Que nous enseigne cette histoire sur aujourd'hui? Que nous dit-elle sur la justice internationale en 2025? Premièrement, la puissance crée l'impunité. Les Alliés ont gagné la guerre. Ils ont créé les systèmes de justice internationale. Ils se sont assurés que ces systèmes ne les tiendraient jamais responsables. 80 ans plus tard, la même dynamique est à l'œuvre. Des États puissants exigent des comptes aux autres, tout en s'en exemptant eux-mêmes. Deuxièmement, la justice sélective sape la légitimité. Si le droit international ne s'applique qu'à certains, et pas à tous, il perd son autorité morale. Les victimes le considèrent comme partial. Les auteurs l'utilisent comme excuse.
Le système tout entier est perçu comme un outil des puissants et non comme une véritable justice. Troisièmement, l'honnêteté historique est essentielle. Nous ne pouvons pas créer un système juste si nous ne confrontons pas le passé avec honnêteté. Dresde fut un massacre. 25 000 civils sont morts. Winston Churchill lui-même l'a qualifié de question sérieuse. Reconnaître cela ne signifie pas relativiser les crimes nazis. Cela signifie appliquer une norme uniforme de justice. Quatrièmement, le discours doit être protégé. Les questions légitimes ne doivent pas être étouffées de peur que des extrémistes ne les exploitent. Oui, l'extrême droite utilise Dresde pour des récits révisionnistes. Mais la réponse à cela n'est pas d'éviter complètement le sujet. La réponse est de poser la question légitime avec honnêteté et de combattre activement les distorsions extrémistes. 2025. L'OSCE publie des rapports sur les crimes de guerre russes. C'est important. La Russie doit être tenue responsable. Mais nous devons aussi demander pourquoi n'y a-t-il pas de rapport de l'OSCE sur les crimes alliés? Pourquoi n'y a-t-il pas d'enquête sur les bombardements de l'OTAN en Yougoslavie, où des milliers de civils sont morts? Pourquoi n'y a-t-il pas de tribunaux pour les actions américaines en Irak et en Afghanistan? La réponse n'est pas que ces actions étaient toutes justifiées. La réponse est que la puissance crée l'impunité. Et tant que nous n'aurons pas créé un système qui soit vraiment universel, la justice internationale sera toujours perçue comme un outil des puissants. Les archives récemment déclassifiées confirment cette thèse. Au cours des dernières années, davantage de documents de la Seconde Guerre mondiale ont été déclassifiés. Ces documents montrent le débat interne au sein du leadership allié. Ils montrent que de nombreux responsables avaient eux-mêmes des doutes sur l'éthique des bombardements de zone. Ils montrent que ces doutes ont été délibérément réprimés. En janvier 2025, le Middle East Media Research Institute a publié un rapport sur les cadres néo-nazis des attaques, qualifiant les bombardements de Dresde comme crimes de guerre alliés. Le rapport documente comment les extrémistes utilisent le 80e anniversaire de Dresde pour relativiser l'Holocauste. C'est abject. Mais cela ne doit pas nous empêcher de poser la question légitime. Dresde était-il un crime de guerre? Pouvons-nous avoir un système de justice internationale qui pose cette question avec honnêteté, sans tomber dans des récits révisionnistes? La réponse doit être oui. Parce que si nous ne pouvons pas poser la question avec honnêteté, alors nous avons déjà perdu. Alors nous avons un système qui est fondé sur la puissance et non sur la justice. Qu'est-ce qui vous choque le plus? Les chiffres? L'hypocrisie? Le fait qu'il ait fallu 80 ans pour que cette vérité éclate? Commentez ci-dessous. Quels autres cas de duplicité historique connaissez-vous? Votre famille a peut-être des histoires qui n'ont jamais été racontées. Partagez-les. Chaque commentaire est un morceau d'histoire que nous révélons ensemble. Il ne s'agit pas de relativisation, il s'agit d'universalité. Soit le droit international s'applique à tous, soit il ne s'applique à personne. Soit les crimes de guerre sont toujours mauvais, quel que soit celui qui les commet, soit le système tout entier est une farce. 80 ans plus tard, il est temps de poser cette question avec honnêteté, non pas pour changer le passé, mais pour créer un avenir où la justice est vraiment universelle. Dresde, 25 000 civils morts, zéro responsabilité, 80 ans de silence. OSCE 2025, rapport détaillé, condamnation publique, exigence de procès. Voilà la double morale, voilà les documents, voilà la vérité, enfouie pendant 80 ans. Maintenant, vous savez, ce que vous en faites vous appartient.